L'attente, le supplice pour les familles d'otages, avec un nouveau rendez-vous fixé demain, 6h, heure de Paris, début d'une trêve, 15h, première libération prévue. À nouveau, tout le monde semble d'accord ce soir. On va retrouver Thierry Arnaud en direct de Tel Aviv. Thierry, tout le monde semble d'accord, mais évidemment, au vu du premier report annoncé hier soir, on va rester très prudent. Mais ce soir, en tout cas, le gouvernement israélien a la liste de ces otages. À la liste, non seulement à la liste, Maxime, mais l'a communiqué aux familles, à l'ensemble d'ailleurs des familles de ces otages, pas seulement les 13 noms de ceux qui sont inscrits et qui devraient être libérés demain, mais les plus de 200 familles qui sont concernées. Bref, on a voulu parler à tout le monde pour donner ou la bonne ou la mauvaise nouvelle. C'est une opération, comme vous l'imaginez, très complexe qui va s'organiser demain, vous le disiez, à partir de 7h ici en Israël, 6h chez vous à Paris. Les combats devront s'interrompre pour permettre l'organisation de la libération de ces otages dans la bande de Gaza, qui seront remis à la Croix-Rouge, puis transportés vers le point frontière de Rafah, à la frontière égyptienne, remis aux autorités israéliennes ensuite. Un premier bilan médical, une première conversation, un premier coup de fil à la famille et puis direction une base militaire à côté de Beersheva pour un premier examen, un premier point en quelque sorte. Et puis ensuite, direction les hôpitaux, 6 hôpitaux au total, dans lesquels ces 13 otages devraient se répartir pour être pris en charge, être soignés en tout cas pour tous ceux qui en ont besoin. Et à mesure que les autorités israéliennes auront la certitude d'avoir le contrôle de la situation, que ces 13 otages sont parfaitement sains et saufs, eh bien ils pourront organiser la libération de ces 39 détenus palestiniens. S'il devrait se passer quelque part en Cisjordanie, ils auront été auparavant extraits de 3 prisons. Merci à vous Thierry Arnaud, David Kouloum en direct de Tel Aviv. Merci à tous les deux. Bonsoir Elie Korchia. Bonsoir. Merci d'être là, président du Consistoire central de France. Bonsoir maître Patrick Klugman. Bonsoir. Merci également d'être là, avocat et coordinateur du comité Freedom. En lien donc avec les familles savent ce soir. Les familles savent, oui, toutes les familles savent qu'ils verront demain ou pas de leurs proches. Mais ce qui se passe actuellement, c'est un supplice dans le supplice. C'est une loterie humaine. Il y a la roulette russe, chacun sait ce que c'est. Eh bien voilà, la roulette version Hamas, c'est vous y êtes, votre famille, vos enfants, vos neveux, vos petits-enfants, ils sont ou n'y sont pas. Et c'est absolument atroce. Il n'y a pas eu d'espoir ou d'euphorie. Au contraire, jusqu'aux dernières minutes, on se demande si on sera appelé et quand il y aura l'appel, lequel sera-t-il ? Et ce soir, pardon, mais les premières réactions des familles ce soir, qui ont été appelées pour leur dire oui ou non, votre proche sera libéré demain. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces familles, ce soir ? Moi, je n'ai pas eu de contact avec les familles ce soir, mais vous savez, ils continuent d'espérer d'être dans la prochaine liste, puisque là, il y a 13 noms. 13 demain. Mais on doit aller jusqu'à 50. Mais c'est une machinerie d'une cruauté infinie. Il n'y a pas pire que ce que ces gens-là vivent, surtout que quand on sait comment sont regroupées les familles des 240, qui étaient plus nombreux au début, parce que dans l'eau, et depuis le 7 octobre, il y a des gens dont on pensait qu'ils étaient otages. On a appris qu'il y avait des défunts, des personnes assassinées, et ils sont restés groupés. Ils forment un groupe compact d'une humanité, d'une fraternité. Ils sont soudés et ils ont décidé qu'ils ne se lâcheraient pas, quel que soit maintenant le sort, qui va évidemment les séparer et les diviser. Et eux, ils restent quand même unis dans cette circonstance qui est insoutenable. Elie Korchia, des familles qui ne dorment plus, qui attendent le coup de téléphone dont parlait Patrick Klugman. Qui choisit ? Sur quels critères aujourd'hui ? On sait que les critères, ils ont été posés très clairement avec des femmes et des enfants. Ce qui est terrible, bien en priorité, et on sait très bien que c'est ce qui sera le cas. Ce qui est terrible, alors évidemment, il faut voir si on voit le bon côté des choses, parce qu'on ne peut pas voir que le côté négatif. C'est quand même la première fois qu'il y a une lueur, je dis bien une lueur, parce que tant avec des gens comme le Hamas, tant qu'on ne les aura pas vus réellement arriver vivant sur le sol israélien, je pense que personne aujourd'hui ne peut être sûr de quoi que ce soit. On n'est pas dans une guerre conventionnelle, on est quand même avec un mouvement terroriste en face. Mais ce qui est terrible, ça va être le déchirement parmi les otages, des familles séparées. Parce qu'on a bien compris que lorsqu'il y aura un papa éventuellement avec sa fille et sa femme, on sait très bien que le père restera otage et ne pourra pas être avec son enfant. Donc évidemment, la bonne chose, c'est que pour la première fois,
on a cette lueur d'espoir de faire revenir à la vie, si j'ose dire, de l'enfer, ces enfants et ces femmes, une partie des otages. Et on sait très bien ce principe talmudique qui sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Donc là déjà, avoir cette lueur, c'est important par rapport à ce nombre d'otages. Mais à côté de ça, effectivement, c'est un tourbillon émotionnel terrible, comme ça vient d'être dit, par rapport à toutes ces familles dont les membres ne pourront pas revenir. Patrick Lehmann, les femmes et les enfants d'abord. Mais qui choisit? C'est le Hamas. Les personnes âgées. Hein. Et les personnes âgées, absolument, vous avez raison. Mais c'est le Hamas qui choisit... parmi les otages dont il a expliqué qu'il fallait les retrouver dans Gaza, qu'il fallait les regrouper, c'est le Hamas qui choisit? Écoutez, les paramètres de la discussion sont tellement compliqués que je ne vais pas vous dire que je sais exactement comment c'est arrêté, ni les critères, ni les noms. Mais à la fin, il y a un accord qui a été rendu public, en premier lieu par le gouvernement israélien. Comment ils sont arrivés à cet accord? Par qui? Par quel intermédiaire? Nous n'en savons rien. Peut-être le saurons-nous, peut-être pas. Mais en tout cas, cet accord est ce qu'il est. Comment ils ont abouti à cet accord, je ne veux pas le savoir. Et j'espère... personne ne peut dire voilà ma priorité. La seule chose sur laquelle Israël a insisté, c'est sur ceux qu'ils vont libérer, dont ils ne veulent plus qu'ils aient du sang sur les mains, parce que l'attaque du 7 octobre, les massacres du 7 octobre, les enlèvements du 7 octobre ont été rendus possibles par des personnes qui ont été libérées à la faveur de l'accord qui a concerné Gilad Shalit. Christophe et ensuite Lisa Adef. Christophe. On peut deviner peut-être 3 tactiques, 3 stratégies du Hamas derrière cette libération. D'abord, en effet, continuer la terreur par d'autres moyens. Il n'y a plus d'incursion du Hamas en Israël, il n'y a pratiquement plus de missiles. On continue la terreur par ce goutte à goutte des otages libérés et ce suspense intolérable. Deuxième tactique, faire monter le prix. Pour ces 10-là ou ces 13-là, tant de Palestiniens libérés, pour les suivants, évidemment, le tarif va augmenter. Et donc, c'est un chantage terrible. Puis, il y a une troisième tactique. C'est, puisqu'une pause humanitaire permet d'en libérer quelques-uns, on va demander des pauses toujours plus longues, toujours plus prolongées, qui vont devenir une sorte d'inévitable pression sur Israël pour qu'il y ait un cessez-le-feu définitif. Oui, mais et d'obtenir par cela un temps de latence pour le réarmement du Hamas. C'est là le piège. Avec toutes les conséquences que ça a, ces fameuses pauses humanitaires, dont on sait, et d'ailleurs c'est pas propre à cette situation-là, dans tout conflit, les pauses humanitaires ne servent pas aux belligérants, même s'ils sont des armées régulières, qu'à des fins humanitaires. Et là, ça va peut-être permettre de aussi réorganiser des questions d'arsenal, de cacher des combattants, des terroristes. De faire fuir des leaders. De faire fuir, voire d'effacer des preuves, voire d'effacer des otages qui sont intransportables. On ne sait pas. Mais il y a aussi cette trêve qui doit démarrer demain, 4 jours, on en parlait, avec 200 à 300 camions d'aide qui doivent entrer dans Gaza. Et la population gazaoui en a terriblement besoin aussi, évidemment. On va retrouver Lisa Adef. Lisa, pour revenir sur justement ces otages et ces premières libérations demain, on sait qu'il y a à ce jour au moins 225 personnes détenues en otage par le Hamas. Parmi eux, il y a des mineurs. Que sait-on de ces enfants-là? On sait que selon les derniers décomptes, ils sont au moins 35 mineurs détenus par le Hamas, parmi lesquels 10 d'entre eux auraient 5 ans ou moins de 5 ans. 7 d'entre eux auraient entre 6 et 10 ans et 18 auraient entre 11 et 17 ans. Au total, il y aurait 23 filles et 12 petits garçons. Ces informations sont à prendre avec précaution puisque la situation, vous le savez, est toujours instable. L'otage le plus jeune s'appelle Kfir, c'est un bébé de 10 mois. Il a été enlevé avec son frère Ariel, 4 ans, et ses parents Shiri et Yarden. C'est l'une des familles originaires du kibboutz Nir Oz. De ce même kibboutz, il y a aussi Ohad, 8 ans, kidnappé avec sa mère et ses grands-parents. Ella et Daphna, 8 ans et 15 ans, kidnappés avec leur père, leur belle-mère et leur demi-frère, ainsi que Yagil, 12 ans, et Or, 16 ans. Yagil aurait été vu vivant dans une vidéo de propagande du djihad islamique palestinien. Il y a aussi Ethan, Sahar et Erez, 12 ans, Yuval, 10 ans, Emilia, 5 ans, Yuli et Emma, 3 ans, Ras, 4 ans et Aviv, 2 ans. Lisa, le kibbutz, un autre kibbutz, le kibbutz Be'eri, a aussi vu beaucoup de ses habitants pris en otage. Oui, notamment Émilie, 9 ans. Son père pensait d'abord qu'elle avait été assassinée. Finalement, il a su qu'elle était otage à Gaza. Elle avait 8 ans au moment de son enlèvement. Elle a donc eu ses 9 ans loin de sa famille avec le Hamas. Il y a aussi Hamid, 16 ans, Ophir, 17 ans, Yael, 3 ans et Navet, 8 ans, que vous voyez sur cette photo. Ils ont été kidnappés avec leurs parents et plusieurs autres membres de leur famille. Gali, 13 ans, son frère a été assassiné. Il a 12 ans, kidnappé avec sa mère, Abigail,
Abigail, 3 ans. Ses parents ont été assassinés. Il y a également Noam, un de 12 ans, un de 17 ans, et Or, 13 ans. La liste est terriblement longue. D'autres mineurs ont été kidnappés dans d'autres kibboutz. Oui, vous allez voir certains de leurs noms et de leurs visages s'afficher. Ils viennent de Kfar Aza ou d'autres kibboutz. Ce sont les 8 derniers otages de cette liste non exhaustive pour lesquels nous avons des infos sur leurs identités. Un premier groupe de 13 otages devrait donc être libéré demain après-midi aux alentours de 15h. Merci à vous, Lisa Adef. On le sait, Licorchia, au vu des chiffres que nous donne ce soir Lisa Adef, tous les mineurs ne seront pas libérés demain. Nécessairement. Et d'ailleurs, on parle de 200... Demain ou même dans les jours qui viennent. Bien sûr, et on sait d'ailleurs que même si on parle de 239 otages, il y en a quand même 14 encore qui ne sont pas vraiment identifiés, notamment des Thaïlandais qui ont été pris en otage par le Hamas et dont on n'a pas toutes les identités. Moi, je voudrais revenir sur un point qui est une des conditions qu'a mis Israël, mais on ne sait pas si ça serait une exigence ou pas. C'est la Croix-Rouge qui n'a pas visité évidemment les otages, et on ne sait pas encore au moment où on se parle ce soir si la Croix-Rouge sera autorisée à pouvoir visiter les autres otages, ceux qui ne seront pas libérés demain. Et ça, c'est aussi une des grandes angoisses, évidemment, des familles et de tout le monde. C'est cette angoisse de savoir qui est encore vivant, est-ce qu'il y en a qui sont morts et dont on cache la mort au niveau du Hamas, et que les services humanitaires de la CICR ne puissent pas venir pour visiter les otages qui seraient encore détenus sans qu'ils aient été visités la moindre fois depuis le 7 octobre, c'est aussi quelque chose de particulièrement angoissant. Quand on parle de l'angoisse des familles, c'est aussi une des caractéristiques d'angoisse les plus importantes. D'un mot, Roselyne. D'un mot, je réagis à ce qu'a dit Maître Klugman, cette affaire de choix dans les libérations. Je pense que vous avez lu Le choix de Sophie de William Styron, et que c'est vraiment une technique de raffinement dans la torture qui était absolument faite par les nazis dans les camps de concentration, et on est stupéfait de voir que la même technique est à nouveau à l'œuvre dans ce qui se passe dans la libération des otages. C'est proprement insoutenable. C'est exactement cela. 48 jours plus tard, et je voulais vous entendre aussi là-dessus, toujours pas d'hommage. En France, pour les victimes françaises, pour les 40 morts français, le 7 octobre dernier, c'est l'animateur Arthur, ce matin, sur France Inter, qui le faisait remarquer. Écoutez. Dans le couloir, il y a un officier de sécurité, ça veut dire que vous vivez sous protection ? Ouais. Depuis quand ? Depuis le 8. Depuis le 8 octobre ? Disons que j'étais jusqu'à présent protégé, mais ça a été renforcé. En 2023, j'habite Paris, nous sommes en France, et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C'est complètement lunaire. On marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est... comment j'explique ça à mes enfants ? Alors, on entendra un autre extrait. Mais ce que disait Arthur, c'est donc que depuis le 8 octobre, il est protégé par la République. Oui. Parce que c'est ça, être une personnalité juive en France en 2023. Bien sûr. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes qui sont aussi protégées parce qu'elles sont exposées. Il y a effectivement au ministère de l'Intérieur un service qui gère les menaces qui sont sur un certain nombre de personnes. Et effectivement, c'est dur de se dire qu'aujourd'hui, il y a cette exposition au danger, au risque. Vous savez, ça me rappelle cette phrase de George Orwell dans La ferme des animaux qui disait tout le monde est égaux, ils sont tous égaux. Les Juifs, tout le monde est exposé à la menace terroriste, mais les Juifs de France sont plus exposés que les autres à la menace terroriste. Et c'est ce que dit Arthur. On est en 2023, il a pris des positions, c'est une personnalité exposée, et en tant que Juif, aujourd'hui, il est obligé de bénéficier d'une sécurité. C'est inquiétant. Et il dit, Stéphane Simon, comment j'explique ça à mes enfants ? Ouais, c'est absolument pathétique. On se dit que la situation s'est quand même considérablement dégradée pour les Juifs de France depuis quelques années. Moi, je trouve que notre pays n'a pas fait grand-chose pour s'indigner, à laisser les otages un peu... comment dirais-je, je suis un peu ému par tout cela, et je trouve que on n'a pas suffisamment demandé la libération immédiate de ces otages. Il y a trop peu de politiques en France qui ont demandé, alors que c'était le cœur du dossier. Tous ceux qui ont demandé le cessez-le-feu avaient des arrière-pensées politiques qui étaient extrêmement embêtantes, parce que, il fallait commencer par ce préalable-là. D'ailleurs, Tsahal l'avait bien dit, Israël avait dit, on n'arrêtera pas de toute façon, il n'est pas possible d'envisager une trêve tant que les otages français et les autres ne seront pas libérés. Et donc, on va réentendre Arthur, par rapport à ce que vous dites, toujours pas d'hommage pour les victimes du 7 octobre, les victimes françaises. Il y a 40 de nos compatriotes qui sont morts
qui sont français. Ça fait quoi, 1 mois et demi? On leur a rendu un quelconque hommage. Il a fallu attendre 42 jours pour que le Parisien fasse la une, avec les visages de ces Français qui ont été enlevés. Moi, j'ai grandi, on a tous vu les JT avec les noms qui démarraient aujourd'hui, ça fait tant de jours que tel journaliste est en otage. On n'en parle pas de ces 40 compatriotes? Il y a 8 Français, juifs aussi, mais Français d'abord, qui sont retenus otages. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce silence? On n'en parle pas, on les considère pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs avant d'être français? Non, ils sont français. S'il y avait eu 40 Français assassinés, massacrés à Londres, avec des Français otages à Londres, on en parlerait ou on n'en parlerait pas, à votre avis, Sonia? Il y a un vrai problème. Patrick Plugman, Arthur pose la question. Alors, il y a d'abord une précision. Emmanuel Macron a dit qu'il y aura un hommage. Il y aura un hommage quand on sera certain du nombre de victimes françaises et des noms de leur identité. On était avec Elie Korchia à l'aumônerie militaire où sont entreposés, non pas des corps, mais des bouts de corps qu'on n'arrive pas à identifier. Comment voulez-vous rendre hommage quand on ne sait pas qui est vivant et qui est mort, et qu'on se bat actuellement pour revoir des personnes vivantes et libres? La situation n'est pas encore celle-là. Et, pardon, j'en parle beaucoup moins bien que le président du consistoire central, mais là-dessus, il y a des règles. La vie d'abord, on va se battre pour la liberté et d'abord les otages. Et après viendra le temps du deuil et des hommages. Mais pour le moment, on ne sait même pas qui est vivant et qui est mort. Roselyne, ce matin, Marine Le Pen disait cet argument-là, non, il faut un hommage maintenant. Non, je ne prends pas mes leçons chez Marine Le Pen, et je pense que ce qu'a dit Maître Klugman et le président du consistoire est parfaitement logique. On doit consacrer toutes nos forces à la libération de l'ensemble des otages, et le temps du deuil et du recueillement viendra. Mais je comprends l'émotion d'Arthur, parce que je sais il a beaucoup œuvré dans cette maison des otages avec une femme remarquable, et il s'est complètement impliqué, mais personnellement, financièrement, et puis en étant complètement dans le réseau de cette chose formidable qui fait que tous les parents des otages sont là, soudés par un réseau affectif et absolument extraordinaire. Quand on est impliqué au point où il est dans cette action, on comprend son émotion. Moi, je ne porte très certainement pas de jugement de valeur ou de jugement négatif. Arthur, il dit autre chose. Il dit aujourd'hui, je suis juif publiquement, donc je suis menacé. C'est une réalité. Elle concerne aussi tous les gens qui, juifs ou pas, dénoncent l'antisémitisme. Immédiatement, ils reçoivent des menaces. Donc il y a bien 2 sujets. Elie Korchia, il a une kippa sur la tête. C'est pas un acte de provocation, c'est un signe rituel que les Juifs font depuis plusieurs millénaires. Et aujourd'hui, certains, bienveillants ou malveillants, considèrent que le fait d'arborer une kippa, c'est avoir une cible sur soi. C'est un dilemme atroce, comme arborer une mezouza, vous savez, devant sa porte, et on en est à enlever les mezouza, enlever les kippas. Ce qui veut dire de renvoyer les Juifs en France à une vie clandestine s'ils veulent assurer leur sécurité. Ça, c'est quelque chose dans lequel nous ne pouvons pas céder, et pourtant les actes de solidarité n'ont pas manqué. Pour conclure, Christophe. Oui, ça c'est très fondamental, cette invisibilisation des Juifs. Si vous voulez être à l'abri, disparaissez, cachez-vous, ne montrez pas que vous êtes Juif. Ça rejoint autre chose. Il est compréhensible d'attendre pour un hommage, je suis d'accord avec vous. Il est même plus compréhensible peut-être de ne pas trop parler sur les otages quand on sait que des négociations complexes sont en jeu. Mais que la puissance publique ait si peu fait contre les arracheurs d'affiches, qui eux aussi voulaient invisibiliser, faire disparaître tous ces enfants, comme s'ils n'existaient pas. Et comme si ça avait été, le crime. Voilà, faire disparaître le crime. Tout ça, c'était des fake news, nous disait-il. Certains ont été surpris en flagrant délit et ont eu droit à la honte des réseaux sociaux. Mais où sont les poursuites? Où est la mobilisation de la puissance publique contre cet acte odieux, il y a des poursuites contre la personne ex-salarié du ministère des Affaires étrangères. On en a eu beaucoup des cas d'arrachage. Tout se résout pas, hélas, ou tant mieux, par le judiciaire et la police. Moi, je pense que l'État est mobilisé. Hein. D'ailleurs, à Arthur, il y a des gens derrière lui. Il y a il y a 6 gardes du corps qui ont été dépêchés par l'État. Moi, je voudrais rendre hommage aux services de l'État, y compris au Quai d'Orsay. Je les imagine à pied d'œuvre pour essayer de libérer les otages. Là, ils protègent certaines personnalités juives, et c'est tant mieux. Mais après, il faut que tous les espaces de la société se mobilisent.
C'est-à-dire les partis, les syndicats, les associations, les entreprises, le monde du travail, les familles se mobilisent pour se mobiliser contre la lutte, et certains syndicats n'ont pas été exemplaires. Oui, non. Élie Corchia. La CGT. J'évite de mettre... Vraiment pour conclure cette fois. Un mot de conclusion par rapport à la question précédente sur le moment où l'hommage devra venir. Je pense que c'est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a encore 8 otages français. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils ne le seront pas. Et je comprends le choix du président de la République d'attendre d'abord la vie, qu'on voit ceux qui sont encore vivants et qu'on peut ramener à la vie, avant de faire un hommage pour nos morts. Déjà 40 morts français à qui il faudra rendre hommage le moment venu. Merci à tous les deux. Merci Élie Corchia, merci Patrick Lugman d'être venu ce soir en direct sur ce plateau. Et donc demain matin, 6h heure française, début de la trêve normalement. Et première libération d'otages, les 13 premiers otages libérés logiquement à partir de 15h si tout est respecté. Voilà pour le calendrier que nous avons ce soir.